ce genre de clochards, quand ils viennent sur les réseaux, ils oublient que la France, c'est tout à fait son honneur et sa grandeur lorsque, dans une manifestation, elle brandit le peuple palestinien. Parce qu'elle est en train de dire non à la collaboration avec des gens qu'on massacre. Et là, il dit, il n'y avait qu'un seul drapeau. Ce menteur, il y en avait plein de manifs où il y avait des drapeaux. D'ailleurs, je vous en ai montré un juste avant lui. Et cette façon de penser, en fait, il y a même des amis à moi qui l'ont. Par exemple, Jim. Jim, qui est mon ami, avec qui je fais régulièrement des lives, qui est pro-palestinien à mort. Alors lui, regardez ce qu'il disait sur Gaza, sur la manif. Deuxio. Alors, attendez, je vais enlever mon image et je vais vous remettre ce qu'il disait, c'est important. Les gens qui ont eu le courage de porter le drapeau bleu-blanc-rouge... Alors, je reviens. Pas d'erreur, c'est le chien, mes amis. Alors, ce 10 septembre, vous avez compris qu'il n'y avait plus d'espoir pour la France ou vous y croyez encore? Pourquoi? Parce que le ver est dans le fruit, mes amis. La France a plusieurs ennemis, de l'intérieur, dont le gauchisme. Le gauchisme qui, d'abord aujourd'hui, a sorti les drapeaux palestiniens. Dieu sait à quel point je soutiens les Gazaouis, vous le savez, mais que vient faire le drapeau palestinien dans une manifestation nationale? Deuxio. Alors justement, là je réponds, et en même temps que je réponds à mon ami Jim, je réponds un petit peu aux autres. Justement, que vient faire dans une manif nationale? D'abord, quelles étaient les revendications de la manif? Si vous regardez dans certains tracts de Bloc on Tout, par exemple, vous aviez la casse, donc tout ce qui était les 2 jours fériés, tout ce qui est l'augmentation de l'inflation, etc., etc., tout ce qui est des salaires bas, d'accord, mais en bas, il y avait écrit « Stop au génocide de Gaza ». D'ailleurs, je pourrais vous montrer le dépliant d'ici la fin de l'émission. Or, le fait d'aller en manifestation, ou le fait de réunir tout un tas de colères comme ça des Français, vous avez des gens qui disent, mais la colère de Français qui ne veulent pas du soutien ou qui ne veulent pas du sionisme en France, ce n'était pas sa place. Et là, encore une fois, Jim et tout un tas de gens, donc je vous le dis, vous vous trompez complètement. Le fait qu'il y ait eu ce drapeau palestinien pendant la manif du 10 montre à quel point il y a encore des Français qui ont une dimension plus importante encore que notre frigo, plus importante encore que notre condition de vie en France, qui était de notre collaboration avec un État génocidaire. Ça veut dire en gros que quand on va nous juger dans l'histoire, comme on a jugé les nazis, il y a des gens qui pourront dire, en France, il y avait des gens qui étaient opposés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont manifestés, parce qu'ils ont dit non publiquement, pendant leur marche, pendant leur manif, etc., etc. Donc non, ce n'était pas du tout inopportun de porter le drapeau palestinien, n'en déplaise, mais au contraire, le fait d'avoir le drapeau palestinien avec le drapeau français dans cette manif, ça voulait dire qu'il y a encore en France des gens qui ont une dimension qui dépasse le soi et qui va vers quelque chose de plus fort. Donc non, je m'inscris complètement en faux avec tous ceux qui disent il y avait trop de Palestiniens, avec tous ces gens qui ne comprennent rien finalement à que la chose la plus importante, lorsque l'on veut la grandeur d'un pays, c'est aussi que ce pays sache montrer qu'il n'est pas tout seul et qu'il y en a d'autres. Donc, évidemment, bravo à tous les gens qui étaient dans la manif, bravo à tous ceux qui ont porté le drapeau palestinien. Et évidemment, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est totalement faux. Il y a tout un tas de gens, de gauchistes, qui veulent mettre le wokisme, le LGBTisme, et qui veulent mettre tout ça, et qui sont aussi dans la cause palestinienne. Il y a aussi des gens comme ça qui vont utiliser la cause palestinienne. Oui, il y a des gens qui ne sont pas finalement si bien intentionnés que ça. Mais de façon générale, on ne peut pas faire des lives pour dire il y avait trop de drapeaux palestiniens. On devrait tous porter un drapeau palestinien si on était vraiment des gens qui comprennent ce qui se passe. Comme à l'époque, on aurait dû tous défendre des juifs qui étaient massacrés au lieu de les livrer en pâturage. Et c'est pour ça que ces minorités de gens qui vont les défendre, qui vont les cacher dans les caves, qui vont les protéger, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font la grandeur de la France. Ils font la grandeur de la France alors que la France a collaboré pendant avec les nazis. Donc non, Jim, tu te trompes sur ta première thèse. Les gens qui ont eu le courage de porter le drapeau bleu-blanc-rouge se sont fait soit tabasser, soit traités de fachos, par ces mêmes qui se considèrent comme finalement les représentants de la France. Alors ça c'est vrai, il y a des gens qui ont enlevé. Mais qui sont ces gens-là? Ben justement, ils sont en cagoule. Ils sont en cagoule, on ne sait pas qui c'est. On a des gens qui ont arraché des drapeaux français.
Et là, évidemment, il y en a beaucoup qui vont sous-entendre peut-être, c'est quoi? C'est des gens qui aiment pas la France, des Noirs, des Arabes, des immigrés. Non, pas du tout. D'abord, c'est des mecs en cagoule. Mais il faut bien aussi rappeler ça, c'est que la France a donné des amendes à des gens qui ont porté des drapeaux français pendant le Covid et même jusqu'aux dernières manifs. C'est-à-dire que porter le drapeau français était considéré par la France, par les institutions françaises, comme un acte qui devait être verbalisé. Vous voyez? Donc, est-ce que ça peut être des gens, des policiers déguisés qui arrivent et qui enlèvent? Oui, c'est pas fort possible, ça peut le faire. Mais on ne peut pas sous-entendre qu'on a arraché le drapeau français, donc ça serait des gens hostiles à la France, et souvent, dans les raccourcis que font les gens, des gens qui n'aiment pas la France, et on pense beaucoup aux immigrés, aux musulmans, ce qui est totalement faux d'ailleurs. Mais en tout cas, ça c'est une des réalités que je voulais dénoncer évidemment, c'est que dans la marche du 10, on ne peut pas lui reprocher d'avoir des drapeaux palestiniens, on ne peut pas lui reprocher de porter le drapeau français, et on peut lui reprocher encore une fois d'avoir cru que brûler des poubelles et casser des vitres allait être suffisant pour se faire entendre. Pas du tout. Et l'Indonésie, le Népal nous rappellent deux choses. Soit on veut une vraie révolution. Et une révolution, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut sortir avec des armes, parce qu'en Indonésie, au Népal, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est leur nombre. Ils étaient tellement nombreux que la police n'a même pas réagi. Donc soit on est des millions et on sort, soit il faut faire les convergences pour y arriver. Mais ça ne peut pas être juste par des appels sur Internet, sortez quand vous voulez, quand vous êtes énervé, quand vous êtes fâché, quand vous n'avez pas de... non, ça ne peut pas être comme ça. Ça, c'est complètement mort, c'est fini. Il va falloir le comprendre parce que sinon, ça va être à chaque fois la galère. Donc là, c'est ce qu'on voyait, des gens qui arrachent le drapeau, des bagarres, tout ce que tu veux, à méditer évidemment là-dessus. Il y avait autre chose aussi que je voulais évidemment vous montrer, c'est dans ces opérations, donc on disait préparer, fomenter et tout, il y avait aussi cette réalité, c'est qu'on finance des gens pour foutre le bordel. Donc c'est vrai aux États-Unis, c'est officiel. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamza au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Donc là, ils le disent eux-mêmes, c'est-à-dire que par semaine, c'est 40 millions. À l'époque, et peut-être maintenant, c'est 100 millions. C'est-à-dire qu'ils ont toujours financé des gens. Alors, dans l'islamisme, vous l'avez vu, hein, ils ont financé tous les gens que nous, on dit, que nous, soi-disant, on est contre eux. Hein. Donc, Daesh, Al-Qaïda, tous ces gens-là sont financés par eux. Par les Américains, ils sont soignés en Israël quand ils sont blessés, il faut le savoir aussi, ça a été révélé. Et donc, dans la même manière qu'eux financent tous les groupes terroristes et tout, vous avez des gens qui financent les révoltes. Vous avez des gens qui financent des gens qui font croire qu'ils veulent se révolter. Ce qu'on appelle les oppositions contrôlées. Et donc, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte et c'est très difficile pour nous de savoir, en fait, est-ce qu'on se fait arnaquer ou pas. Donc, des fois, on y va parce qu'on est obligé. Sinon, on va rater aussi peut-être des vraies dynamiques. Des fois, on y va. Des fois, on y croit. Et puis, à la fin, on fait les bilans. En tout cas, celle du 10, c'est bien ce que je disais d'ailleurs avant. C'était une action, c'était une journée qui servait à rien. D'accord? Si ce n'est peut-être que ça a fait partir Bayrou. Peut-être. J'en suis pas sûr encore. Mais bon. On va laisser le bénéfice du doute. Bon, c'est déjà bien, ça a fait partir Bayrou et tout ce gouvernement d'escrocs. Mais dans la longue, les Français attendaient aussi beaucoup de choses. Et il y avait aussi ça qu'il faut avoir en tête, parce que là, vous avez les gens qui les financent, mais vous avez aussi ceux qui les préparent. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions.
pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction... Il le dit lui-même, tout ce que l'on fait ici, ce n'est que préparer la révolution qui amènera le pire. Donc c'est pour ça aussi qu'à chaque fois, on est sur le qui-vive et à chaque fois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors on le réécoute. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera une réaction dans le sens contraire, qui sera forcément très négative. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Donc il y a ceux qui les financent, qui agissent, et il y a ceux qui les préparent. Et dans tout ça, il y a nous. Et donc, on mesure le pour et le contre. Donc, qui a lancé ces opérations du 10? On nous fait croire que c'est un tel, mais il faut bien savoir que tous les pays ou tous les gens qui vont commencer à s'opposer à Israël vont commencer à se retrouver dans des situations catastrophiques. Et c'est pas pour rien que je dis ça, parce que j'ai toujours en tête le 11 septembre, j'ai toujours en tête ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, le Bataclan, etc., dans lequel c'est sûr et certain pour moi que le sionisme est derrière. À un niveau ou un autre, il est derrière. Et quand je dis le sionisme, c'est les liens qu'il y a entre le Mossad et tout un tas d'agents de services secrets, par exemple la DGSI et compagnie, sur l'affaire Mera, par exemple. Mera bossait pour eux, Mera était sous surveillance, ils l'ont laissé faire. Mera était plein d'armes, plein de trucs, d'où il a amené 300 000 euros d'armes, on ne sait toujours pas. Dans l'affaire de Claude Hermand, c'est-à-dire qu'à la fin, on les retrouve toujours. Et là, comme il y a le vote de la France pour la reconnaissance à 2 États, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de déstabiliser Macron, le gouvernement, et de faire en sorte que, quand ça arrive, il n'est plus un écho? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Écoutez par exemple cette séquence lunaire. Paul Amar, qui était un des journalistes que vous voyez tout le temps à la télé. Regardez comment ils sortent du bois par rapport à la question palestinienne. Le narcotrafic. J'ai l'impression que à avoir cette chronique. Alors regardez Paul Amar, impressionnant. Il dit 90% de la France est atteinte, du territoire est atteint. On passe de 12 France, Grégory, à triste France. Et monte le volume, Abdel. Les territoires perdus de la République. Ah oui, je vais vous montrer. Donc ce Paul Amar, je vais vous montrer un petit peu pourquoi, je vais juste augmenter le volume vite fait. Donc il fait partie de tous ces agents du Mossad, mais avant que Gaza, que les Palestiniens nous montrent le vrai visage de chacun, c'est un mec qui fait style comme un peu Zemmour, que c'est un Français qui s'intéresse à la France, etc. Et regardez ce qu'il va dire. Qui dit 90% de la France est atteinte, du territoire est atteint. On passe de 12 France, Grégory, à triste France. Et ce ne sont plus les territoires perdus de la République, cher à Georges Bensoussan, ce sont les territoires brûlés de la République. Bruno Retailleau est un des seuls à employer le mot guerre quand il évoque le narcotrafic. Alors là, on fait un parallèle, les quartiers, c'est devenu que de la drogue, les gens, les immigrés, tout ça, la sécurité. Et ce même Paul Amar, regardez-le, vous allez être impressionné. Alors juste avant, il y avait encore ça. Ce qui est enseigné aux islamistes, c'est de pousser la police, l'armée, la gendarmerie, toutes les forces de l'ordre, en fait, à être de plus en plus sur la défensive, de ne plus d'être un peu paralysé. Et donc il y a cet harcèlement. En fait, il y a comme une sorte d'étape. Il y a comme une sorte. Donc là, ils expliquent qu'en fait, les islamistes, c'est eux qui œuvrent à l'intérieur de la police et tout pour foutre le bordel et diviser les Français entre eux en disant, c'est des fachos et tout. Encore une fois, c'est là où vous allez retrouver le même Paul Amar. Et regardez ce que dit Paul Amar concernant la reconnaissance palestinienne. Monsieur le Président, on se connaît. Si vous étiez cohérent, vous exigeriez la libération des otages avant de faire votre déclaration le 22 septembre à l'ONU pour reconnaître l'État palestinien. Vous exigeriez l'éradication du Hamas avant de reconnaître l'État palestinien. C'est un minimum de cohérence qu'on attend de vous. J'ajouterais qu'il devrait dire un mot sur Boualem Sansal, aussi. Christophe Glaise, otage du régime voyou algérien, pas un mot depuis plusieurs mois. Pourquoi on met persona non grata en Israël?
Alors c'est intéressant tout ça, pourquoi? Parce que je vous ai dit, ces journalistes, ils vous le disent pas au début que c'est des pro-affiliés à Israël à mort, donc ils sont là, ils font des chroniques et tout, et comme par hasard, les chroniques, les immigrés, l'insécurité, etc., etc. Entre parenthèses, en 2025, il n'est jamais parti autant de Français, donc avec des papiers, autant d'immigrés qui soient partis de France. C'est tellement une catastrophe que vous allez voir, j'ai un documentaire pour la semaine prochaine que je vous prépare justement sur l'immigration et tout un tas de choses, mais en tout cas, sachez que des dizaines de milliers d'étrangers sont partis de France depuis janvier, des gens qui avaient des sous, des gens qui avaient des diplômes, des gens qui avaient tout ça et qui se sont barrés de France. Donc c'est juste pour tous ceux qui disent il y a trop d'émigrés et tout, ben déjà il y en a plein, en tout cas des papiers et tout qui se barrent. Voilà. Et donc ils ont fait un reportage, donc chiffres de l'INSEE à l'appui, etc., etc. Là je vais avoir une belle conversation avec toutes mes amies qui me disent on est envahi que par des étrangers, etc., etc. Ben il faut savoir qu'il y a un vrai record de départ de gens, de Marocains, d'Algériens, de Maghrébins et d'autres de la France depuis janvier. Et il y a un documentaire qui a été fait. Il est trop long ce soir, je vais pas vous le mettre, mais ça sera avec plaisir. Alors ce même Paul Amar, voilà, ça c'est la magie de Gaza. Elle révèle les personnes qui sont autour de nous. Elle révèle tous ces enfoirés qui sont là et tous ces gens qui viennent qui sortent leur visage. Donc là, c'est vraiment réel. C'est ce qu'a dit Paul Amar à la télé. Monsieur le Président, on se connaît. Déjà, il le regarde. Il dit, Monsieur le Président, on se connaît. Déjà, il est en train de lui parler, genre comme si, Minot. Monsieur le Président, on se connaît. Si vous étiez cohérent, vous exigeriez la libération des otages avant de faire votre déclaration le 22 septembre à l'ONU pour reconnaître l'État palestinien. Vous exigeriez l'éradication du Hamas avant de reconnaître l'État. Vous voyez, l'État de Palestine, c'est quelque chose qu'ils n'en veulent pas du tout. J'ajouterais qu'il devrait dire un mot sur Boualem. Et vous savez qu'il a dit, il encense Bruno Rotaglio, évidemment, Khazar. Ils s'encensent entre eux, c'est tous des Khazars, là. Là, on a tous affaire à tous ces gens qui vous endorment en disant juifs, antisémitisme, c'est que des Khazars, c'est que des mecs qui se prennent pour des élus et qui ont des postes de pouvoir et qui, comme Julien Drey d'ailleurs derrière moi. Enfin bref, voilà. Donc sur la question palestinienne et sur la question de la déstabilisation en France, eh ben, c'est la question qui est posée. Est-ce que nous avons affaire aussi à des mouvements de déstabilisation avec ce mouvement bloquant tout, etc. En tout cas, on va voir ce que ça va donner parce que le 25, il y a une autre date qui est donnée, mais vous avez quelque chose à surveiller lorsque vous êtes quelqu'un d'aguerri, c'est-à-dire s'il ne faut pas se réjouir de voir dans le pays tout brûler et tout écraser ou tout casser parce que des fois, eh ben, c'est préparé. D'ailleurs, la préparation, elle vient depuis longtemps. Regardez-moi ce petit documentaire-là. Ah oui, donc c'est très grand. Ouais, en effet. Donc là, on est dans une loge, par exemple, maçonnique. Ils ouvrent leur temple maintenant. Même les loges de la maçonnique, ils ouvrent ses portes maintenant. Le delta rayonnant, tu vois, sur les réseaux sociaux, tu vois. Voilà, les Illuminati devant leur gueule, dans le billet, de partout. Sur les Illuminati avec le... Vous retrouvez ça d'ailleurs sur la Déclaration des droits de l'homme. Ce symbole-là. 3 colonnes, 3 bougies dessus. Elles sont pas à la même hauteur. J'ai l'impression c'est. Ouais, voilà, pourquoi? En franc-maçonnerie, tu vois, ces bougies, elles ont une importance capitale parce que on les allume en fait lors d'un rituel et lorsque elles sont allumées, eh bien, ça veut dire que le rituel commence et on est hors du temps. Donc derrière ce pupitre-là, en fait, il y a ce qu'on appelle le vénérable maître. Ça va être la personne qui va présider toute la loge. Donc qui va faire en sorte d'avoir déjà un rôle actif dans le rituel et qui va pouvoir... C'est pour vous dire, ils ont tellement changé de méthode. C'est plus secret maintenant. Ils t'ouvrent les portes, ils te montrent. Et en faisant ça, ben tu te dis bah ouais, s'ils montent leurs portes, c'est qu'ils ont rien à cacher. Eh bien, pourquoi pas faire des discours lorsqu'il y a des... Tu vois, ils te font le truc. Mais dans la réalité, ils organisent tout. Écoute. L'hymne de la France, donc la Marseillaise, est un hymne maçonnique. Alors, Rouget de Lille, qui était l'auteur de la Marseillaise, était franc-maçon. Et dans la Marseillaise, à certains moments, dans le passage, tu vois, tu as des allusions à des mythes maçonniques. Ah. Donc les paroles de la Marseillaise qu'on a imprimées, est-ce que là tu vois quelque chose qui pourrait s'apparenter à une parole ou à des signaux maçonniques? Tu vois, alors tout le monde connaît « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». La gloire est quelque chose de très important. Pas la gloire dans le sens succès, mais dans la glorification. La franc-maçonnerie travaille à la gloire du grand architecte de l'univers. Et ce qu'il y a de plus mystérieux, c'est que le dernier couplet, l'auteur, c'est pas Rouget de Lille, il est inconnu, et c'est le couplet qui a le plus de symbolique maçonnique. Donc, qui date de 1792. Nous entrerons dans la carrière. Alors la carrière fait référence directement au bâtisseur de cathédrale, tu vois, qui extrait le minéraux de la carrière. Quand nos aînés n'y seront plus, nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. La vertu, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est répété, on va dire, en franc-maçonnerie.
Et là, les francs-maçons vont comprendre, bien moins jaloux, la jalousie étant un des vices majeurs décrits, de leur survivre. Et donc là, les maîtres maçons comprendront que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger. Donc voilà, la Marseillaise, les amis, le drapeau, la Marseillaise, tout est franc-maçon. Alors là, tu vas me dire, c'est bon, tu jettes le drapeau, tu jettes la Marseillaise. Et tu pourras pas, pourquoi? Parce que t'as vu, c'est ancré en toi, c'est très difficile. C'est l'hymne du pays, etc. et tout, et c'est un hymne satanique. T'imagines le défi, là? Va demain dans une Marseillaise, tu dis, je la siffle, je la chante pas parce qu'elle est satanique. Complotiste! Il aime pas la France! Le drapeau bleu, blanc, rouge, là, commence à le brûler ou à le jeter parce qu'il est satanique. Complotiste, il aime pas la France! Et tu vois, t'es coincé. T'es obligé, soit de te taire devant le satanisme, soit de faire semblant que tu l'aimes, mais en tout cas, dire que tu ne vas plus chanter les hymnes ou dire que ce drapeau, tu le portes plus, ça sera un enfer pour toi. Tu vois le piège, comme ils sont géniaux quand même. Mais maintenant, ils viennent, ils te le disent, normal. Ben, c'est normal, ils ont le pouvoir absolu. Quand on a le pouvoir absolu, on fait ce qu'on veut, puisqu'on n'a plus de crainte. Comme on est le pouvoir, on est le pouvoir. D'ailleurs, le pouvoir qui nous fait croire qu'il vacille, par exemple. Donc là, t'as Bayrou, il se taille. Ouais, les gars, Bayrou, il se taille, mais il se taille. T'as peur de paraître con quand tu parles. J'aimerais te donner un conseil. Ferme ta gueule. Bah ouais, ferme-la, Bayrou. Bayrou, il a pris plus de 2 millions d'euros depuis sa carrière en tant que député. Regardez, 1 350 000. Ministre de l'Éducation, 790 000. Ministre d'État, 50 000. Maire de Pau, 400 000. Indemnité de conseiller, 40 000. Voiture et chauffeur, 160 000. Appartement de fonction, 90 000. Repas au restaurant, 2005. Vol en classe affaires. Ces mecs-là, ils nous ont hacké pendant des années. Et là, ils nous ont mis la suite. La suite, c'est qui? C'est lui, là. Réquisition, oui. Les parlementaires ont permis, dans la programmation militaire, à ce que, pour les besoins des armées françaises ou d'un pays allié en guerre, nous y sommes, des réquisitions puissent être faites. C'est des réquisitions soit de personnel, soit de stock, soit d'outils de production. C'est l'outil le plus... Vous savez ce qui est marrant dans cette phrase-là, quand je suis en train de parler, c'est qu'il dit les parlementaires ont permis. En fait, c'est la faute des députés. Il remet la faute sur les députés, mais dans le langage, c'est exceptionnel. Toi, t'es là, tu te dis, comment ça, tu veux nous envoyer en guerre? Les députés ont permis. C'est pas Macron, c'est pas toute la clique d'en haut, c'est pas Rothschild, Rockefeller, c'est pas toute cette clique, non, les députés. Et là, dans ton discours, toi, tu entends ça, tu te dis les députés. Et dans l'imaginaire des gens qui n'ont pas évidemment toute la maturation, la maturité, qui n'ont pas tout ce truc-là, eux, ils se disent c'est à cause des députés. Alors que finalement, les députés, ils sont pour rien. On leur a dit, tu fais voter ça, tu fais voter ça. Ben ça, c'est le cornu. C'est le vice, tu vois, par excellence. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il dit les députés, je vous le remets. Donc déjà, on peut vous prendre vos biens. On peut, pour un pays en guerre, pour nous, pour un pays ami. Juridique, nous exposons. Pour l'instant, il n'est pas sur la table. Je l'ai cité parce qu'il existe. En revanche, sur les stocks minimales à constituer. Je vous le remets pour ceux qui n'ont pas entendu. Réquisition, oui. Les parlementaires ont permis, dans la programmation militaire, à ce que, pour les besoins des armées françaises ou d'un pays allié en guerre, nous y sommes. Donc ça, c'est le mec qui vient d'aller à l'Élysée. C'était d'ailleurs le même pote à Benalla. Comme ça, l'air de rien, une petite photo souvenir. Benalla et le cornu, notre nouveau premier sinistre. Ouais, je vous la laisse si vous voulez la screener. Donc ça, c'est toute la clique génération Benalla et tout, le cornu. Donc c'est pour vous dire, avec la folle de l'Élysée, avec Macron et compagnie, bon, ils se connaissent très bien tous ces gens-là. Et le même d'ailleurs qui a fait un livre, Nous allons en guerre. Tu vois, c'est. Je veux pas être du tout alarmiste. Mais regarde, c'est le livre que Sébastien Lecornu, notre nouveau Premier ministre, a publié en 2024. Je me retire juste 2 secondes. Salut tonton Hakim. Donc évidemment, c'est un mec qui est sous 2 procédures judiciaires. Mauvais. Faudrait-il avoir de la merde dans les yeux pour ne pas... Mais c'est juste pour vous dire que c'est incroyable. Ils se suivent. Ils sont à la queue leu-leu. Tous les tordus, ils sont à la queue leu-leu. Nous allons parler du fond et de ce qui concerne les Français. Mais quand même, Sébastien Lecornu, vous le connaissez? Vous le connaissez? Madame Bardella. Oui, il a été ministre des Armées, il a été on a lu qu'il y avait des dîners organisés entre Marine Le Pen, vous et Sébastien Lecornu. Ce soir, on va traiter de la... Vous le connaissez? Vous le connaissez?
Oui, il est ministre des Armées. Non, il est surtout ton pote avec qui tu manges et tu fais des repas tout le temps. Ils sont incroyables quand même, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien, moi, tout ce... Maintenant, avec les lunettes de complotiste, tu vois, quand je fais ça, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Dès que je fais ça, je dis, ah, ouais, c'est une arnaque. Tu sais, le mec, le débile, qui a même pas un diplôme. D'ailleurs, comme Attal, comme toute cette génération de dégénérés qui arrivent, ils veulent diriger des pays, eux. Et d'ailleurs, vous verrez qu'un jour, ils dirigeront des choses importantes. Parce que, évidemment, il faut bien détruire le pays. Qui mieux que des tocards pour les détruire? Ce mec-là, ils sont tous corrompus entre eux. Je vous parle même pas des journalistes et des trucs autour du PS. Bon, je vous épargne tout ça parce que j'avais dit que je devais faire court et il me reste très très peu de vidéos, donc je vais finir. Mais, regardez, l'escroquerie. Naturellement, nous allons parler du fond et de ce qui concerne les Français. Mais quand même, Sébastien Lecornu, vous le connaissez? Vous le connaissez? Jordan Bardella. Oui, il a été ministre des Armées, il a été on a lu qu'il y avait des dîners organisés entre Marine Le Pen, vous et Sébastien Lecornu. Ce soir, on va traiter de la crise de confiance des politiques, des Français avec les politiques. Est-ce que ça donne pas un côté un peu tambouille, invective sur les plateaux de télé et en même temps dîner sympathique entre amis? Parce que vous voulez que je vous fasse la liste des journalistes qui sont extrêmement peu agréables avec les responsables politiques et qui s'empressent de les inviter à prendre des cafés ou à déjeuner, parce que je pense que si on fait la liste, il y a un certain nombre de journalistes qui vont être extrêmement mécontents. Non mais attendez. C'est important. Ce soir, on va parler de la crise de confiance, Jordan Bardella. On fait une émission, on essaie de se sortir un peu de la tambouille politicienne. Non mais madame, pardon. Juste un mot sur ce dîner. On vous entend parfois très véhément à l'endroit d'autres responsables politiques. Les Français apprennent, si ce dîner n'a pas eu lieu, dites-le nous, apprennent que, au final, il y a des accords qui se passent en privé. Et madame, quand un journaliste... Pardon. D'abord, je n'aime pas ce procès. Ah, j'aime pas ce procès. Mesquine. Bon, c'est vrai qu'elle lui a fait un piège, ça. Il y a certains journalistes comme ça, des fois, ils tapent, même si... J'ai une autre bombe pour vous, êtes prêts? Donc là, vous avez vu l'hypocrite Bardella. On va arriver à l'hypocrite Marine. Qu'est-ce qui pourrait encore vous surprendre de Marine? Je vous donne un exemple. Que Marine, elle kiffe la viande halal et qu'elle n'aime pas du tout la viande qui n'est pas halal. Est-ce qu'à votre avis, c'est possible ou pas ça? Allez, vite fait, dites-moi oui, non, oui, non, oui, 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 non, non, non. QLV, il me dit oui. Oui, eh ben QLV, t'es nul. Non, c'est pas ça. Non, elle n'a rien dit sur ça, elle s'en fout. Donc je vais vous mettre ce qu'elle a mis ou pas. Parce que merci QLV d'avoir joué le jeu, t'es nul. Ah, Inès aussi, elle m'a dit non. Ah, Inès aussi, t'es nul. Lamia, elle a dit non. Oui, Lamia, bravo. Alors, je vais vous mettre directement, accrochez-vous les gars. Et ça m'arrive effectivement très souvent de défendre les immigrants en situation régulière. Parce que je pense qu'encore une fois, les immigrés sont pas responsables. Alors en 1991, vous devenez avocate et vous défendez souvent des immigrés en situation irrégulière. Oui, parce que je suis à la 23e chambre correctionnelle, je me suis inscrite pour être avocat aux comparutions immédiates. Et ça m'arrive effectivement très souvent de défendre des immigrants en situation régulière, qui ont l'air d'être contents d'ailleurs. Ouais, vous en avez sauvé beaucoup? Oui, j'en ai sauvé pas mal, mais je veux dire, je me suis jamais senti en contradiction avec mon engagement politique. Alors la dernière phrase, elle me tue. Je me suis jamais senti en contradiction. Non mais, franchement, ça y est, la politique c'est bien résumé ou pas? J'aurais pu vous mettre aussi un truc de malade en politique, c'est quand ils reprennent les mêmes discours. Tu sais, les uns les autres, ils reprennent les mêmes discours. Tu vois Bardella, Marine Le Pen, Juppé, c'est-à-dire il faut un texte, c'est exactement le même texte. J'aurais pu aussi, mais est-ce que ça vaut le coup? Oui, peut-être pour une prochaine émission, histoire de rire, mais on va la remettre celle-là quand même. QLV, tu attendais pas celle-là? Et ça m'arrive effectivement très souvent de défendre les immigrants en situation régulière, parce que je pense qu'encore une fois, les immigrés sont pas responsables. Alors en 1991, vous devenez avocate et vous défendez souvent des immigrés en situation irrégulière. Oui, parce que je suis à la 23e chambre correctionnelle, je me suis inscrite pour être avocat aux comparutions. Bon déjà, heureusement qu'il y avait les immigrés pour lui apporter de l'argent, cette clocharde. De défendre les immigrants en situation régulière, qui ont l'air d'être contents d'ailleurs. Ouais. Et en plus, elle dit qu'il n'y a pas de mal à être immigré sans papier. C'est pas mal, mais je veux dire, je me suis jamais senti en contradiction avec mon engagement politique, parce que je pense qu'encore une fois, les immigrés sont pas responsables de la situation. Ce sont les responsables politiques qui sont responsables de cette immigration anarchique. Donc évidemment, il faut revenir à une notion purée avec tout ce que tu nous montres, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, les gars, déjà, première chose, revenir à Dieu.
Ah, ce moment-là, quand tu dis revenir à Dieu, j'imagine tous ceux qui disent comment ça, quel Dieu? Mais il n'y a pas de Dieu, c'est quoi ce bordel de Dieu là? Mais je sais, on nous a programmé pour dire qu'il n'y avait pas de Dieu et que dès qu'on entend le mot Dieu, on a un court-circuit dans le cerveau. Donc je sais, là, tu m'écoutes, je sais très bien que là, tu as un court-circuit. Je vais pas te mettre Vincent Payan maintenant, je te le mettrai dimanche prochain, qui t'explique ce que c'est que la religion, notamment la laïcité, la religion de la laïcité des francs-maçons, qui est évidemment une religion anti-catholique. Je vais pas te mettre aussi tout un tas de trucs, non, il est déjà tard. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes dans un monde complètement tenu par des gens qui organisent et programment les événements. Il les programme dans des films, il les programme dans des dessins animés, il les programme par la politique, par les médias, et que dans cette programmation totale, pratiquement tout est faux, sauf qu'il y a des vrais moments d'authenticité, de vérité dans ce qui nous arrive. Et tout notre boulot à nous, c'est de trouver ces moments-là et de les appuyer, de les soutenir et de mettre en garde contre les faussetés. Et dans les faussetés, évidemment, il y a tout ce qui est autour d'une soi-disant révolte en France. Il n'y a pas de révolte en France. Il n'y a pas de mal-être au sens matériel. Ce que nous avons en France et ce que nous vivons en France, c'est le fait de ne plus avoir la bénédiction de Dieu. Dit autrement, notre mal-être existentiel. Et que ça, on ne peut pas le guérir, si ce n'est en retrouvant une paix intérieure. Et pour trouver une paix intérieure, il va falloir à un moment se déconnecter de quelque chose, de fabriquer, de programmer pour quelque chose qui est authentique. On ne peut pas faire mieux. C'est pour ça que vous allez voir des gens dans certaines conditions, moi par exemple, expulsé, je vois pas mes enfants, je suis très triste, j'ai le cœur, il est déchiré. Mais je n'ai pas de crise existentielle. Je sais pourquoi je suis sur Terre. Je sais qu'est-ce qui se passe, je sais où je vais aller. Donc malgré toute la peine que je peux avoir, je n'ai pas la peine existentielle. Et la peine existentielle, c'est celle qui fait que tu savoures rien. C'est vous en France. Alors que moi, dans toute cette tristesse que tu peux avoir de ne pas voir tes enfants grandir, de ne pas voir ta mère, de ne pas voir tes frères et sœurs. Ta mère va mourir, tu ne vas plus la voir. Tu as tout un tas de choses que tu ne peux plus faire, mais je n'ai pas de crise existentielle. Je sais pourquoi je suis sur Terre. Donc, vous voulez enlever cette crise existentielle, revenez aux fondamentaux, à Dieu. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut être affilié aux églises, aux dirigeants. Non, 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 non. Ça veut dire déjà, revenez juste à Dieu, lisez. Rapprochez-vous, c'est quoi ce monde? Pourquoi on est là? C'est quoi les épreuves? C'est quoi ce Satan? C'est quoi ces gens-là? Et vous allez voir qu'il va y avoir des choses super. Alors, exceptionnellement, je la mets parce qu'on m'a demandé de la mettre. Et comme Néozor, je crois qu'ils veulent faire des captures ou enregistrer, je vous la remets pour la marine. Et ensuite, après, je vous dirai ma petite conclusion. Ouais, vous en avez sauvé beaucoup? Oui, j'en ai sauvé pas mal, mais... Donc c'est Marine Le Pen avant qu'elle... Et ça m'arrive effectivement très souvent de défendre les immigrants en situation régulière, parce que je pense qu'encore une fois, les immigrés sont pas responsables. Alors en 1991, vous devenez avocate et vous défendez souvent des immigrés en situation irrégulière. Oui, parce que je suis à la 23e chambre correctionnelle, je me suis inscrite pour être avocat aux comparutions immédiates. Et ça m'arrive effectivement très souvent de défendre les immigrants en situation régulière. Ah, c'est pas ma pépite. Ma dernière pépite, je voulais la mettre pour le clos final. Évidemment, Attali qui nous parle justement de Dieu a échoué. Donc les Juifs doivent faire, parce que Dieu a échoué, donc les Juifs doivent être à la hauteur et ils doivent réussir le défi. Ouais, c'est incroyable, c'est ça. Alors là, c'est pas ça. Vous êtes prêts? Attention les amis. Pour moi, la valeur juive fondamentale... Alors, je vais monter un peu le son. Pour moi, la valeur juive fondamentale, donc lui, il parle de la valeur juive fondamentale. Écoutez, ça vaut son pesant d'or, parce qu'évidemment, là, Attali montre ses liens avec le satanisme, justement. Pour moi, la valeur juive fondamentale, c'est Tikkun Olam, c'est la réparation du monde. Et elle s'inscrit dans un univers qui donne un sens très particulier au monde de demain, qui est le fait que le monde n'est pas répétitif. Pour moi, ça commence avec un texte que nous connaissons tous, qui est le texte Rien de nouveau sous le soleil, qui pour moi est très important parce que c'est une nostalgie, c'est une rébellion. Rien de nouveau sous le soleil, ça veut dire on regrette qu'il n'y ait rien de nouveau sous le soleil. Et le fait qu'à cette époque, on est 3-4 siècles avant notre ère, quelqu'un regrette qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est une radicale inversion par rapport à la religion antérieure dans laquelle, au contraire, on priait pour que tout se répète, priait pour que le soleil revienne, pour que la pluie revienne, etc. Le judaïsme inverse ça.
Et au lieu de prier pour que rien ne change, il se met à prier pour que tout change, pour que l'homme remplisse sa mission, pour que l'homme se transforme. En réalité, il dit, et nous en avons parlé déjà ensemble, il dit, oui, parce que le nouveau est au-dessus du soleil. Il faut sortir du répétitif pour aller vers le nouveau. C'est ce qu'on a appelé les bâtisseurs du temps, le fait de donner du sens au temps, le fait que nous assumons, comme juifs, à la différence, je crois, de la plupart des conceptions du monde, que le monde que nous avons reçu n'est pas parfait, que Dieu a échoué, qu'il a choisi lui-même de ne pas continuer, de nous laisser la responsabilité. Oh putain, elle est trop bonne celle-là. Je vous la fais en décrypte. Dieu a échoué, donc il nous a laissé à nous pour sauver le monde. En fait, Dieu a échoué à sauver le monde, alors c'est à nous les Juifs, finalement, qu'il incombe de le sauver puisque Dieu a échoué. Ah, les bâtisseurs! Bâtisseurs du temple, bravo, bien joué, tonton Michel, t'as tout capté. Les bâtisseurs des cathédrales, donc tout le réseau maçon, évidemment tout le réseau, l'œil là. Oh les gars, Dieu a échoué, donc c'est nous qu'on prend tout. Oh les gars, il n'y a plus rien à dire les gars. Dieu il a échoué, c'est bon, il a tellement échoué, il a dit allez les Juifs, essayez vous-même, moi j'en peux plus, j'arrête et tout. C'est incroyable. Incroyable Attali, et là vous voyez évidemment que les mots qui te disaient juste avant là, tu sais, quand il te parlait de la révolution, d'un coup tu te dis oh purée, si le mec il croit que Dieu a échoué et que c'est à lui de faire le truc. Nous espérons une sorte de raz-de-marée pour que le système saute à l'intérieur de ces institutions. Pour qu'il saute et que qui que ce soit, qui soit le prochain président, il applique ce programme ou un programme aussi ambitieux. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle n'amènera... C'est pour créer les révolutions qui n'amènera que le pire. Donc grosso modo, on prépare la future, évidemment, guerre civile en France. Et vous inquiétez pas, nous, on va y arriver. Merci à tous et à toutes. Merci évidemment Eric Montana, l'équipe de TVADP. Merci aux modérateurs, Valérie, si je me trompe pas. Merci, je me suis pas trompé, Eric, parce que je connais pas tout le monde dans l'équipe. Si, c'est Caroline. Bah, tu vois, il y avait Valérie et Caroline dans ma tête. Je te jure que c'est vrai. Il y avait Valérie et Caroline. Mais c'est Caroline. Non, ce soir, c'est Caroline toute seule. Mais tu as bien une Valérie dedans. Et Sam. Non, Caroline et Sam. Mais ce soir, c'est Caroline toute seule. Eh ben Caroline. Merci Caroline. Merci Caroline, excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'ai Valérie en tête. Bon, c'était Caroline, rien à voir. En plus, elle m'avait envoyé un mail que je lui ai pas répondu. Elle m'a dit l'autre fois et tout, excuse-moi. Caroline, j'avais pas vu le mail. En tout cas, merci les amis. On se donne rendez-vous dimanche prochain. C'est la rentrée. Soyez en forme. Que Dieu vous garde. Revenez à Dieu. Oubliez pour l'instant toutes ces grosses mobilisations dans le sens où, oui, il faut participer, il faut faire des choses, il faut provoquer le destin, mais ayez toujours en tête que parmi tous les gens qui vont être avec vous, il y en a certains, c'est des salopards, de fomenteurs, de tout ce que tu veux, comploteurs. Et donc, attention avec qui vous alliez et comment vous faites les choses. Merci à tous et à toutes. On se donne rendez-vous très bientôt dimanche prochain, 19h30. Salam alaikum.